Voilà, bonjour Éléonore. Bonjour Pascal. Je te remercie d'avoir accepté d'échanger autour d'une thématique qui n'est pas facile à digérer pour ceux et celles qui l'ont vécu, à savoir l'inceste. Mais tu souhaitais effectivement avoir l'occasion de témoigner, donc de partager effectivement ta propre expérience de vie, mais je dirais la double expérience dans la mesure où tu es ce que tu appelles toi-même une survivante de l'inceste. Tu nous expliqueras effectivement en quoi cela consiste, entre guillemets, mais tu es également victimologue. Donc, tu as, entre guillemets, une double casquette, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en même temps, tu étais victime et en même temps, tu sais effectivement, du coup, ce que c'est d'être passé par là et tu es bien placé pour aider les personnes qui elles-mêmes traversent ou ont traversé ce type de trauma extrêmement grave. Et donc, je te remercie évidemment de témoigner d'ores et déjà et de le faire qui plus est à visage découvert parce que ce n'est pas forcément évident d'en parler, d'autant je pense que tu traites de ce sujet en live pour la première fois. Alors, je te demanderai, si tu veux bien, Léonore, de te présenter en quelques minutes et puis nous entamerons effectivement notre débat ensemble. Oui, alors en quelques mots, je suis d'abord une maman de 3 enfants. Et donc à ce titre-là, je pense que ce qui se joue actuellement au niveau sociétal, à savoir la protection de nos enfants, euh, est pour moi quelque chose qui me tient très à cœur. Parce que, il y a énormément de choses à faire, au niveau de la protection de l'enfance et je dirais même que, beh, c'est un problème de santé publique et c'est une chose, au final, auquel les politiques ont très peu touché, jusqu'ici. Parce que, je pense qu'il y avait des freins, on touchait à la famille, on touchait à des institutions judéo-chrétiennes qui étaient, très puissantes et qui le sont toujours dans les mentalités. Donc ça, c'est mon 1er, pan identitaire, c'est en tant que Mhm. maman qui qui veut protéger ses enfants. Hem Par ailleurs, effectivement, je suis aussi, victimologue, comme tu le disais, et psychotraumatologue et donc je travaille depuis très longtemps maintenant avec le traumatisme, avec le traumatisme complexe. J'entends par là, des personnes qui, ont vécu dans leur enfance, des traumatismes répétés, qui ont conditionné leur vie d'adulte. Et puis, bah, je suis là aussi en tant que militante puisque, Mhm. le MeToo inceste est là, c'est maintenant. C'est un moment historique pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres et donc, je collabore de près, avec, SOS Inceste ici à Bruxelles. Hem, Beaucoup de questions sont, à la table des négociations, pour l'instant. C'est vrai qu'en Belgique, on a gagné l'imprescriptibilité, mais il reste néanmoins à nommer un chat et à inscrire l'inceste dans le code pénal. Il reste la majorité sexuelle en cas d'inceste qui, à mon sens, devrait être de 18 ans. Et donc, l'aspect militant est très important aussi, il va de pair avec l'accompagnement des victimes. Et puis, oui, comme tu le disais, c'est la première fois que je vais aussi prendre la parole en tant que survivante puisque, au fond, j'ai envie de dire que c'est la chose la plus difficile Mhm. parce que, comme je l'expliquerai tout à l'heure, la victime d'inceste est toujours assignée à une place taboue. Mhm. Voilà. C'est ça. Et il Et y c'est a, maintenant en tant que thérapeute, évidemment. Oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours évidemment la crainte, comme tu le dis, d'être assigné en fait à
à ce rôle entre guillemets de victime, alors qu'en réalité, ton souhait évidemment et ton propre parcours t'incite évidemment à faire en sorte que tu ne conserves pas cette étiquette de victime et que voilà, ça fait partie de ta vie, donc il a fallu l'intégrer, mais en même temps, tu ne peux pas effectivement être réduite évidemment à l'inceste. Non, et je préfère le terme survivante au terme de victime, même si en matière juridique, je pense que la réparation des victimes, c'est quelque chose de terriblement important. Mmh. Et donc, c'est un terme juridique fort, fort important. Mmh. Maintenant, hors cadre juridique, je préfère le terme de survivant. C'est ça. Pour comprendre évidemment quelque part l'adulte que chacun nous devenons idéalement et pour comprendre du coup également ton propre parcours de vie et comprendre ce que tu es devenu maintenant, il faut évidemment aussi en revenir précisément ici de manière plus particulière à l'enfance et donc aussi aux parents que tu as eus. Tu pourrais éventuellement nous décrire en quelques mots quelle était ta situation familiale, comment les choses se sont présentées, si je puis dire, à ta naissance? Au fond, extérieurement, j'aborderai la face cachée par la suite, mais extérieurement, je suis née dans une famille on ne peut plus normale, on ne peut plus banale, avec des parents qui étaient d'honnêtes travailleurs, un milieu classe moyenne, euh, et j'étais enfant unique, ce qui n'a pas arrangé les choses, loin de là. Mmh. Mais donc, c'était un milieu, ma foi, très lisse en apparence et socialement, je pense que mes parents étaient très respectés et c'était un couple sans problème, une famille sans problème. Extérieurement, Voilà, et j'ai envie d'accord. de justement ici, j'ai envie de dire que c'est au fond, avec le recul, le propre de beaucoup de familles où l'inceste s'installe, puisque, tu sais, on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. Mais dans les familles incestueuses, au contraire, les règles, parce qu'il y a des règles, et les règles sont très strictes, les règles mises en place euh, font que ces familles s'arrangent pour ne pas émettre de fumée du tout. Et c'est là qu'évidemment les choses se complexifient par rapport à une intervention d'aide extérieure, par exemple. Mmh. C'est ça. Les familles incestueuses font rarement de fumée Mmh. parce que à l'intérieur, c'est le règne de la pensée unique, c'est le règne du secret, c'est le règne de l'omerta, c'est en clair et concrètement, ne dis jamais ce qui se passe à la maison, sinon les conséquences seront pour toi dramatiques. Il y a la Et culpabilité de faire éclater éventuellement la famille. oui, c'est ça. Ou bon, personnellement, il y a oui, des menaces de faire éclater la famille, mais aussi, je pense que ces choses-là ne sont pas nécessairement dites. C'est juste comme le, comme dans la famille incestueuse, c'est la tyrannie qui règne et la terreur. Je pense que le prédateur s'arroge par son emprise tous les droits sur la victime et n'a plus besoin de se justifier, ou pas nécessairement en tout cas, Mmh. puisque de toute façon, la victime est sous terreur, sous emprise et que ben, elle obtempère. C'est ça. Mais tu disais tout à l'heure en fait que sur le plan, je dirais, vis-à-vis de l'extérieur, les choses paraissaient effectivement normales. Ça veut dire en Oui, fait que, à l'intérieur, intramuros,
ta vie en fait d'enfant, tu as senti très rapidement qu'elle était compliquée, qu'il y avait une violence latente éventuellement entre tes parents et le cachet entre tes parents et toi. Comment les choses se vivaient, j'ai envie de dire, au quotidien en famille avant qu'il y ait inceste finalement. Avant, pendant, après, l'inceste, ça a toujours été un climat de violence euh, immense. C'était une dictature euh, imposée, c'était le non-droit à la parole, pas droit de dire, pas droit de contredire, pas droit de penser non plus. Toute différence étant vécue comme une trahison insupportable. Et ça, c'est Et lié. donc, Oui. hum, Non, donc il y avait une éducation extrêmement stricte, avec des valeurs derrière qui les sous-tendaient, des valeurs particulières, conservatrices. Quelle était un petit peu la manière dont ah, tout ça se passait en pratique en fait, c'était plus que strict, hein, c'était vraiment psychorigide et complètement arbitraire. C'est-à-dire que il y avait à la tête de la famille un tyran qui faisait régner une violence psychologique qui s'infiltrait partout, absolument partout. Violence psychologique qui s'accompagnait d'imprévisibilité. Hein. hmm. Bon, quand un enfant ne peut pas prévoir la réaction de son parent d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre et sans qu'il y ait de mobile de changement d'humeur, ça instaure un climat de qui-vive, un climat où tu es toujours en hyper-vigilance en fait. Ouais. Et donc là, en fait, tu parles essentiellement, si je comprends bien, de ton papa. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ta maman, elle, par rapport à cela, elle essayait quelque part de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et donc elle se soumettait ou bien elle était également en conflit et manifestait son désaccord. Quelle était un peu son attitude? En fait, ma maman était en conflit de couple permanent. Mhm. C'est-à-dire que le couple de mes parents était un couple très conflictuel, très violent psychologiquement, euh, mais je veux dire que ça rythmait le quotidien. Il n'y avait pas un jour où ça n'était pas. C'est ça. Et donc, ma maman entrait dans ce conflit de couple pleinement. Et, euh, et au final, ben, moi, j'étais son bouclier à elle, puisque bon, elle me confiait absolument tout Ah oui. de ses problèmes de couple. Et donc, j'étais un peu, La confidente. oui, mais je, le mot de confidente ne me convient pas vraiment parce que, au fond, si, si j'ai une confidente, je vais éprouver de la gratitude. Je vais la respecter en tant que personne. Et ici, ce n'était pas le cas. J'étais plutôt un bouclier, j'étais plutôt un bras armé, j'étais plutôt un dévidoir. C'est ça. euh, Elle se déchargeait un peu de son trop-plein, quoi, sur quelqu'un qui n'était pas en principe là pour entendre puisque tu étais un enfant, donc c'était pas vraiment ton rôle. Mais c'est ce qu'on retrouve finalement très régulièrement dans les familles dysfonctionnantes, c'est que finalement, le parent qui n'en peut plus se confie à son enfant et fait porter finalement à son enfant toute sa souffrance, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'était clairement l'attitude de ma mère. Et puis, bon, c'est vrai que j'étais triangulée dans ce conflit de couple incessant. Et
voilà, à part ça, quand ils ne se disputaient pas, ils étaient de toute manière euh, dans une entente énorme par rapport à ma destruction. Donc, ils étaient tout à fait soudés dans l'idée de mettre en place ce système dans lequel j'ai vécu, qui au fond était un système de dénigrement, d'humiliation, euh, où j'étais tout à fait chosifiée, on va dire. C'est un peu ça c'est qu'à un moment donné, oui, j'étais devenue une chose Mhm. une- qui, qui devait obéir et qui ne pouvait surtout pas marquer d'écart. C'est ça. Et ça, en fait, tu as compris très, très rapidement dans ton enfance que tu ne devais pas faire de vagues. Ah oui, oui. Mhm. Très rapidement, j'ai compris. Mais un enfant, je pense, un enfant a très très vite l'intuition de ce qui se passe sans pouvoir mettre de mots dessus. Mais Mhm. tu vois, par exemple, cette violence, bon, c'était une famille qui, forcément, comme les familles incestueuses, euh, vivait intérieurement en huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amis. Aucun ami, mes parents ne recevaient pas d'amis. Moi, je n'en recevais pas. Je ne pouvais pas inviter d'amis à la maison. Mhm. Euh, on avait des contacts très, très limités avec la famille élargie. Et, euh, et donc, tout ça permettait Mhm. cette emprise psychologique aussi. Mhm. Donc, c'était, euh, ça permettait, en tout cas à mon père, de tisser son emprise de manière très libre. C'est ça. Tout est mis en Et place finalement pour que tu te retrouves dans une situation complètement isolée. isolée. Oui, complètement isolée. Je ne pouvais pas avoir d'amis, je ne pouvais pas aller jouer avec des enfants de mon âge. Donc, c'était où j'y allais, mais je devais m'enfuir pour le faire. Et donc, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Donc, j'étais très seule. Mhm. Et quand on allait en famille, je me souviens, puisque bon, ça, voilà, la famille élargie, on la fréquentait quand même, mais c'est un exemple qui va illustrer le fait que, au fond, ben, en tant qu'enfant, je me rendais déjà compte de ce qui se passait, de ce qui se passait au niveau de la violence. C'est que mon géniteur s'arrangeait dans les repas de famille élargis pour s'asseoir à côté de moi. Et bah, évidemment, autour d'une grande table familiale, la parole circule. La parole circule. euh, les uns les autres prennent la parole spontanément. Mhm. Et il s'asseyait systématiquement à côté de moi. Et quand bah, je prenais la parole, s'il estimait que je disais des choses ou je m'aventurais sur un terrain qui ne lui convenait pas, ben, il me pinçait très, très, très fort la jambe. Mais là où n'importe quel enfant, au fond, aurait hurlé, aïe, tu me fais mal, Mhm. euh, je ne disais rien. Mhm. Tu avais adopté finalement un caractère extrêmement soumis finalement et tu étais conditionné par tes parents compte tenu de ce qui se vivait évidemment en famille. Donc ça veut dire Oui, que toi-même c'était- tu étais en profonde souffrance, j'imagine, et finalement une enfant qu'on pourrait qualifier de malheureuse alors. oui, oui, j'étais très, 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 très triste. Et j'étais une enfant très triste, une Mhm. enfant très complètement terrorisée par mon père. Mais j'étais vraiment comme une bête traquée. Et puis en tant qu'enfant unique, il y a toujours ce regard euh, qui t'épie, qui se pose sur toi, et où au fond tu redoutes le moment où ça va être la catastrophe. Mhm. Donc j'avais conscience de cette terreur, j'avais aussi conscience de cette tristesse, Mhm. une tristesse sans fond.
une tristesse insondable. Ouais. Et en fait, Éléonore, puisque tu es victimologue, donc j'imagine évidemment aussi que tu as eu l'occasion, toute l'opportunité de réfléchir sur le fonctionnement, le dysfonctionnement en fait de tes parents et peut-être justement de mettre une étiquette entre guillemets sur sur une maladie. Tu les définirais comment tes parents sur le plan, je dirais, médical? euh, le fait que ton père était un tyran et que ta mère finalement t'humiliait, ça correspond à quel type de personnalité ça? Écoute, pour ma maman, je ne sais pas. Pour mon papa était un pervers sadique. Mmh. Parce que bon, si je dis pervers narcissique, c'est Mmh. redondant, Ouais. évidemment, hein. C'est quelqu'un qui offrait une façade sociale euh, très gratifiante, bel homme, séducteur, avec de l'humour, Mmh. intelligent, Mmh. au-delà de tout soupçon. Et, euh, et en contrepartie, à l'intérieur, à la maison, euh, son plaisir était de me faire souffrir. Et en fait, autour de vous, personne, absolument personne ne se rendait compte justement de la double face, si je puis dire, de ton père, de ce côté justement pervers. Personne ne s'opposait à lui. Alors, certaines personnes s'en rendaient compte. Et je pense, ici, il y a deux figures qui ont été pour moi quand même des bouées de sauvetage, hein. Il y avait il y avait la personne de ma grand-mère maternelle Mmh. qui, elle, comprenait parce qu'il était aussi odieux avec elle. Mmh. Il était tout à fait odieux avec elle et donc elle avait compris qui il était et puis son propre père à lui, mon grand-père paternel. Ah voilà, d'accord. Mais personne ne s'opposait parce que il faisait aussi régner la terreur sur ma grand-mère maternelle et sur ses propres parents. Mmh. C'est ça. Il était d'une méchanceté féroce avec ses propres parents qui, au fond, voilà, je l'ai su par après, mais chaque fois qu'il rendait visite à ses parents, ma grand-mère, après, pleurait systématiquement. Elle était effondrée. C'est ça. Et ça, je l'ai su des années après. Mais donc, il y a eu en même temps, je pense, cette lucidité par rapport à la personnalité de mon père, de la part de mes deux grands-parents et, euh, et aussi de certains membres de la famille élargie, puisque après sa mort, les langues se sont déliées. Mmh. Et donc, son, disons que sa parade au niveau familial, sa parade n'a pas tenu et sa façade s'est fendillée. Mmh. D'accord. Donc, pendant mon enfance et mon adolescence, enfin, je pense jusqu'à sa mort, personne n'a osé l'interpeller. D'accord. Personne, personne n'a osé. euh, Tu sais, voilà, ces familles incestueuses, elles ne s'inventent pas toutes seules dans un coin, hein. C'est le fruit de générations. Il y a une culture, quoi, comme il y a une culture du viol, il y a une culture de l'inceste Voilà. qui est, Et il y avait une culture du secret aussi qui c'est était ça, qui est devant terre, ouais. terriblement ancrée. Et cette culture du secret fait que, au fond, bah, la parole ne peut pas circuler, la parole pleine ne peut pas circuler. Mmh. Les questions ne peuvent pas se poser. Euh, c'est- on ne parle pas de ça. Mmh. Il est interdit d'en parler. Et donc, c'est comme le secret. Je pense que le propre du secret, c'est au fond que l'enfant sait qu'il y a secret, mais c'est interdit de questionner.
et en même temps, c'est interdit d'ignorer. C'est toute l'ambivalence du secret et donc ça confine à la paralysie. Oui, c'est ça. Ben, il faut savoir qu'il y a un secret, évidemment, pour précisément savoir qu'on ne peut pas le divulguer à l'extérieur. Donc, tout, effectivement, se tient. Oui, voilà. On, le secret, ben, en fait, l'enfant sent très vite qu'il y a un secret. Hein. Il sent ça très, très vite. Il sent vite Mhm, qu'il ne peut pas poser des questions. mhm. Voilà. C'est Et donc, ça. en fait, oui, mon père était un véritable pervers sadique parce que il prenait vraiment plaisir dans les violences qu'il exerçait sur moi. Il prenait un véritable plaisir, hein, Mhm. dans sa violence psychologique, surtout à ce moment-là. C'était des menaces, des dénigrements, des, des humiliations. Mhm. C'était quotidien. On reviendra certainement Oui, aux raisons évidemment pour lesquelles le question il se comportait comme ça, parce qu'en principe, quand on a un enfant, évidemment, c'est pour essayer quand même de le faire grandir de manière autonome, dans un cadre bienveillant et en songeant à son bien-être. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être effectivement dans le chef de ton père, ici en l'espèce, des antécédents qui, entre guillemets, permettent non pas d'excuser, mais de comprendre un tout petit peu les raisons pour lesquelles il dysfonctionnait à ce point. Mais ce que je voulais envisager maintenant avec toi, évidemment, c'est justement ce point de bascule qui fait qu'à un moment donné, non seulement il y a des violences psychologiques dont tu fais les frais de la part de ton père, mais tu peux un peu nous expliquer quand et dans quelles circonstances précisément il y a eu ce changement entre guillemets d'attitude, puisque là clairement on parle à un moment donné d'inceste père-fille. Comment les choses quelque part se sont mises en place, comment les choses ont basculé et à quel âge? alors, j'ai vécu une amnésie traumatique euh, de, oui, qui a duré 41 ans quand même. Ah oui. Euh, Elle était partielle au niveau de la violence subie parce que au niveau de la violence subie, je savais que j'avais grandi dans cette violence, mais bon, j'avais mis en place ce que toutes les victimes mettent en place, c'est-à-dire un mécanisme de déni. Mhm, Je sais que je sais, mais je ne sais pas que je sais, mhm, ou en tout cas, je nie que je le sais. Et de minimisation aussi, ce que font toutes les victimes. Hein, au fond, c'est moi qui suis responsable, je me fais des idées, je ne suis pas, je me comporte pas comme je dois me comporter. Donc, une minimisation des faits et un déni de cette violence dans laquelle je vivais. Euh, mais parce que c'est simplement des mécanismes de défense qui te permettent de survivre et de tenir le coup. mhm. Alors, pour l'inceste, à proprement parler, euh, j'ai fait une sortie d'amnésie traumatique à la mort de mon père, il y a 5 ans. Alors, Muriel Salmona dit que, en s'adressant aux victimes d'inceste, elle dit: le jour où tu te sentiras en sécurité, la mémoire va te revenir. Mhm. Et c'est tout à fait ça qui s'est passé, parce que je me suis sentie en sécurité au moment où il est mort. Tu t'es senti autorisé à parler. Mais en fait, pas tout de suite, parce que le premier sentiment qui est arrivé, c'est un sentiment de Mhm, libération et de sécurité pour la première fois de ma vie. Et euh, au début, je sais pas, ce qui revenait, c'était des petits éléments, mais d'hypermnésie, si tu veux. Des petits éléments où, au fond, qui dataient
d'il y a très longtemps, de quand j'étais petite, et qui me revenait en mémoire de manière, avec une précision chirurgicale. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de flashbacks, au niveau, par exemple, d'une odeur qui devenait, tout à coup, présente comme si je pouvais, la sentir en temps réel, là, maintenant. Mhm. De texture de rideaux, de couleur de moquette. Des flashbacks comme ça où, bah, des choses qui, au fond, datent d'il y a 40 ans, te reviennent et où tu te dis: «Bah, au final, oui, ce sont des choses, d'une précision, étonnante, mais enfin, qu'à cela ne tienne, il y a rien de dramatique là-dedans». C'était des détails et en même temps, ces détails, hem, étaient envahissants. C'est-à-dire qu'ils me lâchaient pas de la journée, ils me lâchaient pas dans mon sommeil, ils étaient omniprésents Donc, ça et crée donc quand même un malaise. oui, c'est ça, parce que tu te dis au fond: «Pourquoi est-ce que Mhm. je me souviens tellement de cette couleur de rideau de douche et de l'odeur qui s'en dégageait Mhm. Mhm. à force à longueur de journée? Pourquoi est-ce que ce rideau est toujours là? Mhm. Pourquoi est-ce que ce rideau de douche fait irruption quand je suis en train de travailler ou quand je suis, occupée ou quand je prends le métro ou quand je suis au volant de ma voiture? Pourquoi est-ce que c'est bon, ça a été les premiers signes d'une sortie d'amnésie par une hypermnésie et ça s'explique. J'expliquerai, le mécanisme après, mais en tout cas, c'est arrivé comme ça. Mhm. Des détails, des détails, des détails, heu, qui envahissaient mes journées. Et seulement après et donc j'ai commencé à me poser ces questions où tu te dis: «Mais au fond, j'avais quel âge quand ce rideau était là, à la maison, quand ce rideau de douche était là avant les travaux et cetera?» Je devais avoir 4 ans et je demandais confirmation à ma mère. Je me souviens qu'un jour comme ça, je lui avais demandé confirmation: «Maman, est-ce que tu sais quel âge j'avais quand on faisait les travaux dans la salle de bain et qu'il y avait ce fameux rideau?» et cetera et bon, elle m'a confirmé: «Tu avais 4 ans, 4-5 ans», voilà et heu et c'est comme ça que j'ai pu commencer à dater Mhm. le début des faits. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, une mémoire traumatique, c'est très différent d'une mémoire autobiographique. Une mémoire autobiographique, si, tu te souviens, de quelque chose qui s'est passé, 20 ans auparavant, bah, souvent tu vas pouvoir le dater, le contextualiser dans un espace-temps et puis il y a la charge émotionnelle aussi qui va s'émousser avec le temps. Mhm. Hein, le temps fait son œuvre, comme on dit. Mhm. Une mémoire traumatique, c'est pas ça du tout. Une mémoire traumatique, hem, elle est involontaire d'abord. Elle surgit, sans que tu veuilles te rappeler de quoi que ce soit. Hem et elle est intacte. C'est-à-dire que 40 ans plus tard, j'ai revécu les scènes comme si je les vivais dans mon présent. C'est ça, l'événement n'est pas digéré, en fait. Non et j'avais oui, voilà ça. À ce moment-là, j'avais 4 ans, j'avais 5 ans, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans, j'avais 8 ans. Puisque les viols ont duré, heu, se sont interrompus après 8 ans, enfin dans mon souvenir. Mais à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas recouvré certains pans de cette mémoire traumatique Mhm. et évidemment, ça a toute son utilité. Pourquoi? Parce que cette mémoire traumatique, elle est enfermée dans cette partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est le siège des émotions. Mhm. Ce qui se passe lors d'un trauma,
c'est qu'en fait, l'amygdale va être suractivée au niveau émotionnel, tellement suractivée par les sécrétions normales, notamment d'hormones du stress, cortisol et adrénaline, tellement suractivée, tellement l'activité est tellement forte que la personne est en danger de mort. Et ce qui va se passer, c'est que l'amygdale va disjoncter. Elle va couper le courant entre elle et l'hippocampe. L'hippocampe qui est chargé de mettre en mémoire, si tu veux. Et donc, cette mémoire traumatique va rester gelée dans l'amygdale, parfois toute une vie. Il y a des gens qui n'en sortiront jamais, et parfois quelques années, et parfois des dizaines d'années. Mais ce qui est certain, c'est que cette mémoire, et c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas et qui disent oui, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne tournes pas la page? Il y a tellement longtemps que ça s'est passé, il faut que tu grandisses un peu, ça j'ai entendu aussi. Au fond, tout ça, c'est du passé et il faut laisser au passé ce qui est au passé. Non, ce n'est pas du passé, c'est du présent. Oui, ou pourquoi tu as attendu tellement longtemps avant de parler? C'est aussi un autre aspect. Alors là, pourquoi tu as... Oui, ce sont des phrases qui reviennent et qui s'expliquent très bien par les mécanismes biologiques. Maintenant, on a toutes toute l'imagerie cérébrale du PET scan, de l'IRM, etc., qui mettent en avant le fait que non seulement l'amygdale, elle va disjoncter et elle va tenir enfermée ces souvenirs trop douloureux, pour ne pas que la personne fasse un arrêt cardiaque, par exemple, et que, étant enfermés, ces souvenirs ne pourront pas être, si tu veux, métabolisés, ne pourront pas faire partie de cette mémoire autobiographique, puisque c'est l'hippocampe qui, lui, va donner du sens, va traiter l'émotion. Et ce qu'on repère aussi dans l'imagerie médicale, c'est que l'hippocampe, les gens qui sont très traumatisés, l'hippocampe, les neurones de l'hippocampe sont hypotrophiés. Ce qui donne, chez beaucoup de victimes, ces choses, ces caractéristiques secondaires qu'on énumère souvent, c'est-à-dire qu'elles sont confuses, elles sont distraites, elles ont des troubles de la concentration, ce sont des gâteaux la gaffe, elles oublient, voilà. Et ça, je pense que c'est véritablement pathognomonique, spécifique des conséquences de traumas tels que ceux-là. C'est ça, ce sont finalement des signes qui ne devraient pas tromper, qui devraient alerter justement les... On sait aujourd'hui que ces signes-là, ceux que j'évoquais à l'instant en termes de confusion, d'indécision, voilà, c'est vraiment, on pense, le fait qu'il y ait une hypotrophie au niveau des neurones, au niveau de l'hippocampe, et qui sont une conséquence directe du traumatisme. Tout comme on sait de sources sûres aujourd'hui, puisque on a des années d'études maintenant et donc des années de recul, on sait quelles sont les conséquences du traumatisme et on sait qu'on devrait être alerté par certains types de conduites. Par exemple, moi j'ai accompagné des personnes souffrant de troubles alimentaires pendant très longtemps. Et derrière les troubles alimentaires, on retrouve énormément d'inceste ou d'agression sexuelle. Pareil, derrière les addictions, l'alcoolisme, l'addiction au jeu, toute la sphère des addictions et des assuétudes est concernée par le trauma. Les conduites à risque. Les conduites à risque, c'est ça. Ouais. Parce que la personne traumatisée est très souvent dissociée
sur 100% de personnes traumatisées, il y a 80% de personnes dissociées. Alors la dissociation, ben, c'est elle qui, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, là où l'amygdale se coupe du reste, Mm. c'est une dissociation salutaire. Mm. Simplement, il y a d'autres formes de dissociation qui vont s'installer par la suite, où la personne va essayer de s'anesthésier et de se protéger, Mhm. notamment par l'usage de toxiques ou par le trouble alimentaire C'est ça. ou par les conduites à risque. On est là véritablement face à des pansements sur des plaies béantes. Alors, le pansement ne soigne pas, mais il protège un tout petit peu quand même. Oui. Oui, c'est ça. Et dissocier de son corps, ça veut dire forcément aussi être étranger à son corps et donc finalement ne plus être dans l'émotion. On se coupe de ses émotions. Oui, Donc, c'est ça. donc ça veut dire aussi, j'imagine, que la personnalité, du coup, se rigidifie puisqu'elle n'a plus les sentiments pour s'exprimer, elle n'a plus la possibilité de ressentir les émotions, elle s'est complètement coupée d'elle-même. En fait, ce qui se passe, c'est que, en général, il y a une partie chez la personne qui est une partie apparemment normale, donc qui est insérée socialement, plus ou moins, hein, parce que je veux dire que les conséquences des traumatismes, c'est aussi Mm. la marginalisation professionnelle, sociale, affective, c'est tout ça aussi. Hein. Oui. Mais si il y a, il y a comme ça une partie de la personnalité qui va tenter de s'adapter, Mhm. voire de se suradapter. Hein. On ne sait pas mettre de limites, on sait pas, enfin, voilà. On va essayer de se suradapter dans les différents cadres que nous offre la société et donc de correspondre plus ou moins à ce qu'on attend d'un adulte lambda. Mhm. Et puis, par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les parties émotionnelles qui, elles, sont en terrible souffrance, évidemment. Et ce sont des parties qui sont dissociées chez les gens traumatisés. Mhm. Et ce sont celles-là qui pilotent la dissociation. Parce que par exemple, la partie enfant, quand un enfant a été victime d'inceste ou d'agression sexuelle, cette partie émotionnelle-là est tellement abîmée, est tellement en souffrance qu'elle réclame, C'est ça. elle veut se faire entendre. Ouais. Mais la partie adulte ne veut pas en entendre parler. Mm. Elles sont phobiques l'une de l'autre à la limite. Et cette partie enfant va présider à la prise de toxiques ou à la prise de risques ou à la prise pour amortir un peu cette souffrance Mm. insupportable. Mais toi, en fait, Éléonore, du coup, tu l'exprimes très bien, mais donc la personnalité profonde est complètement impactée, j'ai envie de dire, elle est émotionnellement détruite. Et donc, Oui. pour revenir à toi de manière plus particulière, du coup, toi, en fait, dans ton propre vécu, puisque l'inceste a eu lieu finalement très jeune, comment les choses au quotidien, et du coup, et dans tes différentes activités, notamment scolaires, comment ça s'est manifesté, ce, ce conflit finalement avec toi-même, cette difficulté de vivre, cette souffrance permanente? Alors, j'étais en grande souffrance et je ressentais cette souffrance. Euh, mais par ailleurs, étant donné que à la maison, c'était une condition sine qua non que de ramener de bons résultats scolaires, c'est quelque chose qui a tenu, au contraire de beaucoup de Hmm. victimes qui ne parviennent plus à suivre à l'école et à avoir des résultats scolaires. On voit très très bien ça, la chute des résultats scolaires chez les enfants traumatisés. Chez moi, ça ne s'est pas marqué de cette manière-là. Euh, J'avais une tristesse profonde et j'avais surtout cette capacité de suradaptation, mais qui au fond m'a desservie parce que ayant été finalement la chose, et étant toujours la chose, hein, ayant été pendant longtemps la chose de mon père,
la chose terrorisée de mon père, je devenais la chose terrorisée des autres. Ce qui fait qu'à l'école primaire, c'était très difficile de m'intégrer. J'étais un peu le bouc émissaire, j'étais celle qui n'osait pas fixer ses limites, qui savait pas se faire d'amis, et cetera, très, très seule. Ça, c'est aussi très typique, des enfants traumatisés, hein. Ça devient les têtes de turc à l'école. Mhm. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux qui s'est activé chez moi, à savoir que, je portais, heu, je portais cette marque de l'inceste inconsciemment et en fait, l'inceste, ça se passait, de manière, je pour moi, j'étais paralysée, j'étais sidérée quand ça se passait, j'étais déconnectée de moi-même et donc c'est ce qui fait, dire, à certaines personnes, malveillantes que l'enfant a consenti C'est ça. et cette absence de réaction, cette, absence, ce fait de ne pas pouvoir dire non, ce fait de ne pas pouvoir dire: «C'est mon corps, ce sont mes limites, je ne veux Mhm. pas que tu y touches», ça s'est installé très, très tôt et ça a forcément attiré, bah, une partie de personnes pas très bien intentionnées, Mhm. très tôt dans mon enfance où au final, ben, c'est comme une proie qui saigne, hein, comme je te disais, la fois dernière, c'est l'image qui me vient en tête. La proie saigne et le prédateur Mhm. a repéré, a reniflé l'odeur du sang. Mhm. Mhm. Et c'est comme ça que, j'ai eu une enfance et une adolescence émaillée, hem, de rencontres avec des prédateurs et où au fond, beh, j'ai été dans la répétition de ce traumatisme puisque, bah, ça a commencé avec, le voisin de ma grand-mère, hein. On avait, j'avais, 9-10 ans et tous les mercredis après-midi, j'allais jouer avec sa petite nièce, chez lui et tous les mercredis après-midi, sa femme s'absentait. Elle allait faire des courses et à ce moment-là, il nous rassemblait toutes les 2 dans une pièce, centrale, sans fenêtre et là, les choses commençaient. Ça aussi, là, j'ai fait aussi une amnésie traumatique pendant des années, Mhm. mais moins longue parce que, la mémoire m'est revenue, hem, lors de ma première psychanalyse, j'avais 23 ans et la mémoire m'est revenue de ces abus-là qui avaient lieu le mercredi après-midi, de ces viols puisqu'il faut nommer un chat Ouais. et évidemment, moi, j'en avais jamais parlé, hein, et la sortie d'amnésie s'est faite de la même manière que par rapport à l'inceste avec mon père, c'est-à-dire, d'abord, je me suis souvenue de la couleur de la moquette et de la texture de la moquette bleue qu'il y avait dans cette pièce et je me suis souvenue de ce qu'il y avait après le trou noir, c'est-à-dire j'étais en face de cette amie, Fanny. On était à la table du goûter et on mangeait, des tartines avec de la confiture à l'ananas dessus. Tout ça était d'une précision, extraordinaire, comme si j'y étais et j'y étais et après, bah, ces éléments hypermnésiques ont ramené le reste. C'est ça. Mais c'est aussi une façon, j'imagine, d'objectiver une réalité et de ne pas simplement se dire je fabule, j'invente, j'ai un problème ou éventuellement c'est ma faute. Une Bah, en façon fait, de. c'est ça, c'est en fait le sentiment, en fait, c'est très sournois parce qu'au fond, le sentiment de honte,
le sentiment de culpabilité, mm, etc. Ce sont des mécanismes inconscients. Et mm, donc, quand tu es dans le déni, tu ne sais pas que tu fais du déni. Quand mm. tu es dissocié, bah, tu ne sais pas que tu es dissocié. Et donc, au final, tout ça est très sournois. Mais dès que l'hypermnésie s'impose, tu n'as aucun doute. C'est ça. Tu n'as aucun doute. Par contre, tu n'as aucun doute sur la véracité des choses. Mais par contre, là surgit cette culpabilité que, là, évidemment, que le prédateur a bien pris soin de cultiver chez la victime, où tu te dis, mais non, je ne peux pas penser ça. Oui. Mais là, c'est important aussi, c'est un point central, la question de la culpabilité, de la honte et le fait que précisément, c'est la victime qui se sent coupable et qui se sent honteuse. Et donc, c'est toute la question évidemment aussi de dire, mais finalement, tu l'as cherché, tu es un peu coupable, tu es une séductrice, et donc la victime devient du coup coupable. Et là, on en vient avec, je dirais, ce mot extrêmement important, qui est la question du consentement, dont on a beaucoup parlé évidemment, notamment à travers le livre Le consentement précisément de Vanessa Springora, consentement libre et éclairé. Tu peux peut-être effectivement nous parler en quelques mots de l'importance du consentement et en quoi précisément la victime n'est jamais coupable, mais reste effectivement entre guillemets dans son rôle de victime et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas mettre les choses à l'envers, quoi. Mais en fait, dans le cadre, bon, dans l'enfant, de par sa maturation psychique, ne peut pas être consentant dans le cadre d'un rapport avec un adulte. C'est-à-dire que même si on prend la question sous l'angle du plaisir, euh, la manière dont l'adulte va aborder le corps d'un enfant et le psychisme de l'enfant qui sont par définition immatures, ça va être une effraction terrible. Mhm. L'enfant, consentir, il ne sait pas ce que ça veut dire. Si tu veux, c'est un terme qui est inapproprié. L'enfant peut consentir à prendre un bonbon ou à aller jouer. Il ne peut pas consentir à quelque chose qu'il ne conçoit pas, que son psychisme ne peut pas concevoir, que son corps ne peut pas concevoir, qui va l'effracter et qui va d'emblée et dans tous les cas venir trouer son psychisme. C'est ça Mhm. le trauma. Mhm. C'est un trou. C'est un Mhm. trou dans ce qui logiquement se tisse. Parce que notre fonctionnement, au fond, est bien fait. C'est-à-dire qu'on fonctionne en retraitant les choses douloureuses qu'on traverse au jour le jour. Et au fond, on a un système de retraitement qui marche très, très bien et qui maintient une trame, un tissage. Voilà, on retraite ce qui a été, on retraite spontanément. On a comme ça une petite machine à retraiter les souvenirs douloureux Mhm. qui marche bien. Dans le cas du traumatisme et de l'abus sur enfant, euh, on a un trou où rien ne se retraite, où tout, au contraire, va s'engouffrer, un trou qui va s'agrandir et qui va, au final, envelopper et engloutir toute sa vie. Pas seulement sa vie affective, sa vie sexuelle, mais toute sa vie. Sa vie Mhm. amicale, sa vie sociale, sa vie professionnelle, toute sa vie. Voilà. Et là, du coup, je pense effectivement que on peut évidemment à ce moment-là se rendre compte que le consentement n'est évidemment est totalement inexistant, puisque quand on consent par définition, chacun prend son plaisir et chacun évolue, chacun est équilibré dans la relation. Ici, c'est juste une destruction de l'enfant, quoi. C'est une destruction, c'est un meurtre Mhm, psychique. mhm, Et ce n'est pas un mot à prendre à la légère, c'est véritablement un meurtre psychique. mhm, Euh, et encore une fois, le terme consentement, tu ne peux l'imaginer que si la personne est capable d'appréhender ce dont il s'agit. Or, l'enfant n'est pas capable mhm, d'appréhender ce dont il s'agit. Et ce dont il s'agit pour lui, c'est une arme létale. mhm, mhm, Donc, j'irai même, et je vais vraiment, vraiment plus loin, puisque tu sais que ça bouge beaucoup sur la France en termes de limite d'âge de consentement. Je pense que
en cas d'inceste, l'âge de consentement, c'est pas avant 18 ans parce que en cas d'inceste, il y a toujours une telle emprise psychologique sur la personne qu'au fond, ben, l'adolescent, l'enfant sont la chose, la proie, l'instrument d'un pervers. Comment peut-il y avoir consentement, même chez un adolescent de 17 ans, à partir du moment où il est depuis toujours sous emprise d'un prédateur, d'un Oui, pervers? oui. Et ici, le cas échéant d'un prédateur pour lequel il y a un lien affectif, un lien de filiation, le cas échéant extrêmement fort aussi. Donc là, il y a de Alors, toute façon quelque chose qui supplémentaire qui pose problème, évidemment. alors, en fait, c'est voilà, l'emprise, c'est quand même le prototype de la violence psychologique. Elle est Mm. présente partout dans les cas d'inceste. Elle est présente partout dans les cas d'abus sexuels sur les enfants. Maintenant, je pense que effectivement, euh, il faut voir comment ce que ça conditionne et comment ça se met en place. Parce que il y a beaucoup de termes comme ça qui sont un peu galvaudés depuis un certain temps et on ne mesure pas à quel point, ben, au fond, l'emprise, euh, quand il s'agit des figures d'attachement, Mm. c'est concrètement la personne vers qui, petit enfant, je devrais aller pour me réconforter est précisément la personne de qui je dois avoir peur et qui va me détruire. Mm. Quand tu dois grandir à cette place-là, il va de soi qu'à 17 ans, à mon sens, tu n'es pas consentant. Mm. Tu ne peux pas. Et toute la peur, j'imagine aussi de l'abandon, si effectivement cette situation, on essaie de s'en sortir, d'y remédier, d'y mettre fin. Le cas échéant, pire encore, si on veut la dénoncer, c'est qu'on va se sentir forcément coupable de faire éclater la famille, on le disait tout à l'heure, mais on va aussi, j'imagine, se sentir doublement abandonné par celui qui est censé nous donner la sécurité. Et ici, en plus, tu étais, tu le disais, un enfant unique, donc ça complique encore la chose aussi sur le plan de la communication, justement, de la possibilité d'échanger, d'en discuter avec d'autres et d'avoir un vis-à-vis à qui en parler, quoi. Oui, c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir dans certaines fratries des ressources non négligeables. Mm. Et c'est d'ailleurs un levier thérapeutique que la fratrie, euh, dans certains cas en tout cas. Maintenant, quand tu es enfant unique, c'est vrai que tu es un peu celui qui porte tout. Mm. Et donc, bah, oui, c'est vrai que pour partager, bah, partager, tu ne partages pas parce que de toute manière, quand on te dit que tu vas mourir d'une maladie grave si tu parles, tu ne parles pas. C'est sûr. C'est ce que mon père me répétait. Et donc, j'avais terriblement peur de mourir et terriblement peur d'être atteinte d'une maladie grave, puisque c'était ce qui m'attendait si je parlais. Oui, c'est fou ce à quoi, évidemment, on est amené à penser contre soi et finalement contre toute rationalité. Je veux dire, c'est ce qui rend évidemment encore la chose, entre guillemets, beaucoup plus perverse. Mais en fait, on a parlé effectivement pas mal ici de ton père, mais je souhaiterais évidemment, et j'imagine que les auditeurs se poseront également la question de savoir quelle a été la réaction de ta mère, pour le coup. Est-ce que ta mère s'est rendue compte de quelque chose? Et si oui, est-ce qu'elle a essayé d'en parler avec ton père? Enfin, quel était son rôle, entre guillemets, actif, passif dans cette situation traumatisante? Alors, évidemment, bon, j'ai dit à ma mère quand j'ai récupéré une partie de ma mémoire, j'en ai fait part à ma mère quelque temps après, puisque bon, dans un premier temps, j'étais vraiment trop en souffrance que même pour pouvoir communiquer. Donc, tu fais pas une sortie d'amnésie comme ça et puis pouf, du jour au lendemain, tu en parles à Mm, l'aise et puis
c'est Non, pas sûr. du tout. La première chose que j'ai fait, c'est courir chez un psychiatre quand ça m'est arrivé Mm. et ne plus communiquer du tout avec ma famille, parce que je n'étais plus en mesure de le faire. Mais donc, quand j'en ai fait part à ma mère, elle m'a dit ne s'être rendue compte de rien. Hem, alors oui, heu, je je pense que, on peut vivre à côté, d'un monstre et à côté d'un prédateur, hem, sans voir. Maintenant, il faut savoir que, ce huis clos familial, dans lequel on était toujours à 3 et on avait tous les mêmes horaires. C'est pas à dire c'est allez, mes parents ne revenaient jamais plus tard, du travail ou, voilà, ils étaient toujours là, ils étaient toujours à la maison, à la même heure. On rentrait à la même heure, on sortait à la même heure, on mangeait à la même heure. Tout ça était d'une rigidité, Très réglé. très Mm. importante, c'est une structure très rigide et donc je voilà, je n'étais pas non plus, enfin la maison, c'était pas Versailles non plus, donc c'était une maison à taille humaine. Mm. Voilà, donc elle n'a rien vu, soit, hem, moi je ne peux pas parler à sa place. Hem, Ce que je sais en revanche, c'est que le lien de confiance chez moi a été mis à rude épreuve vis-à-vis d'elle. Oui, j'imagine. Mais en fait, Rude. quand les relations incestueuses se déroulaient, ta mère était systématiquement hors de la maison ou bien ça se passait parfois en sa présence, même si elle n'était pas dans la même pièce, évidemment. C'est ça. Ça se passait toujours en sa présence, toujours, Dans la maison. dans la maison. Heu, Sauf quand elle a été hospitalisée pour une opération de l'appendicite, je devais avoir 6 ans et demi, 7 ans et où elle a été hospitalisée pendant une semaine et là, je pense que c'est la semaine la plus horrible de ma vie, Mm. puisqu'elle n'était pas là et Mm. que lui avait champ libre. Mm. Mais pour le reste, elle était là. Mhm. C'est-à-dire que, elle voyait quand mon père me demandait de l'accompagner aux toilettes, elle devait le voir, elle devait l'entendre. Enfin, je ne peux pas me l'expliquer autrement. Enfin, ce sont des choses où, évidemment, en tant que victime, survivante, tu as toujours un doute. Tu dis, voilà, tu ne peux pas, comme ça, désigner quelqu'un, tu peux pas le désigner coupable. Il y a toujours une présomption, Mm. d'innocence mais c'est vrai que, je me suis ma mère ne m'a pas protégée, ça je peux le dire. Ma mère ne m'a pas protégée, ni de l'inceste, ni de la violence psychologique, ni des humiliations, ni de voilà. Elle ne m'a Oui, pas protégée. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le terreau était favorable, si je puis m'exprimer Voilà. ainsi, à la situation incestueuse. Mais quand tu en as parlé, en fait, du coup, à un moment donné, quand tu t'es rendu compte c'est, voilà, tu as mis les mots sur la situation en parlant d'inceste, que tu en as parlé à ta maman, elle a eu quel comportement? Un comportement de déni, un comportement d'écoute, elle a admis la chose, elle a réagi comment, en fait? Elle a écouté, hem, elle a été, en fait, elle a eu un premier temps de surprise, bien évidemment et puis très vite, elle m'a dit, «Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais» Mm. et puis, quelques semaines plus tard, elle m'a dit être allée voir sa voyante, qui lui avait révélé que, l'inceste s'était produit et pas que là où je disais qu'il s'était produit. Enfin, tu vois, ce sont quand même des réactions pour le moins, très chaotiques, très incohérentes, très fluctuantes aussi. Elle,
elle a pu m'envoyer des messages où elle me disait que voilà, l'amnésie traumatique et des choses comme ça, qu'elle n'y croyait pas du tout. Enfin voilà, Mm. c'est vraiment cette ambivalence où encore une fois, quand quand j'évoque le lien à ma mère, c'est tout sauf de la confiance. C'est ça, il y a beaucoup de confusion aussi dans la relation, dans la manière dont elle communique, dans la manière Oui, dont elle dit les choses. oui, beaucoup, Il y a un peu beaucoup. d'aller-retour. Et Oui, en, c'est ça. ouais. Oui, c'est Et, mon frère. et en fait, on disait tout à l'heure qu'il y avait aussi une culture de l'inceste. Donc, euh, tu as fait évidemment part de ta relation incestueuse par rapport à ton père. Tu as eu connaissance dans la famille d'autres situations similaires, justement, qui le cas échéant, ont aussi participé à la possibilité que ce qui t'arrive te soit effectivement arrivé. Et c'est quand j'ai révélé l'inceste, euh, ma mère a évoqué ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, avec qui elle ne s'entendait pas du tout. C'était très. Il y avait un climat de haine dans cette famille, où au fond, mes parents, mon père surtout, était quand même quelqu'un qui était rempli de haine par rapport à sa propre mère, mais aussi par rapport à la majorité des gens. À la Mm, majorité des gens. C'est-à-dire que personne n'avait grâce à ses yeux mm, et tout le monde était potentiellement mauvais, débile, infréquentable. Voilà, c'était sa vision du monde. Mais il avait une haine pour sa mère qui était immense. mm. Et, euh, et ma mère détestait ma grand-mère aussi. Et elle m'a dit, quand j'ai révélé l'inceste, elle m'a dit, mais en fait, la relation entre ton père et sa propre mère, moi, au début, quand j'avais 20 ans et que j'étais fiancée à ton père, c'était, c'est quelque chose qui m'a choquée dans la mesure où elle était toujours là quand il prenait son bain et que ils riaient ensemble et elle restait à ses côtés. Lui était toujours là quand elle allait aux toilettes et il Mm. l'accompagnait aux toilettes systématiquement pour continuer à bavarder. Donc il y avait apparemment un climat incestueux. Elle qui a dû, enfin, dans ce qui me, moi, j'ai jamais rien repéré, mais dans ce que ma mère évoque, ça évoque un climat incestuel. Il y avait une relation malsaine, fusionnelle quelque part entre la mère et le fils, avec le cas échéant des déviances incestueuses. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit passé avec ma grand-mère, mais je pense qu'il y a peut-être eu un climat qui a fait en sorte, qui a favorisé que à la génération suivante, bah, ça s'actualise et C'est que ça. ça. Et donc, je, c'est- maintenant, moi, en tant que personne, en tant qu'enfant, je n'ai jamais rien repéré entre Mhm. ma grand-mère et mon père. Encore une fois, ce D'accord. sont des propos rapportés par ma mère, à la parole de laquelle je ne Oui, bien peux sûr. dit tout à fait relatif, Mhm. parce que tu vois, Mhm. le problème de cette confusion ambiante, c'est un peu, les C'est familles incestueuses, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme, c'est du vampirisme et le vampire, on sait qu'il se déplace dans l'ombre avec un nuage de fumée autour de lui mhm. et ce qui lui permet de ménager le flou, C'est le ça. oui mais non, le j'ai fait mais je n'ai pas fait et d'accroître son emprise sur sa Mhm. proie. Ouais, c'est ça. Ben, bon, du coup, évidemment, ça rend précisément difficile de tirer les choses au clair, puisque les choses sont effectivement confuses et que le climat est confus. Mais c'est vrai que tout à l'heure, évidemment, j'avais dit qu'on aborderait la question d'essayer de comprendre, et non pas excuser, mais essayer de comprendre, évidemment,
d'où partait ce comportement déviant de la part de ton père, parce que tu parlais de fait de son côté pervers, une violence permanente, etc. Donc, je veux dire, quelque part, il y a aussi forcément une insécurité extrêmement profonde et continue dans sa personnalité la plus intime. Donc, on peut imaginer évidemment que l'enfance qu'a eu ton père n'a pas été une enfance heureuse non plus, parce que bon, on ne critique pas les gens en permanence pour le plaisir de critiquer. Et quelque part, il y a sans doute une intériorisation de la manière dont ses propres parents l'ont en permanence peut-être critiqué et qui font que quelque part, il y a malheureusement une répétition. On parle aussi souvent dans l'inceste des personnes qui sont incestueuses, qui ont elles-mêmes été incestuées. Donc, c'est aussi une réalité, ça. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et effectivement, bon, je pense que son enfance n'a pas été heureuse, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, je pense qu'au niveau de la famille au sens élargi, pas parce que je pense qu'il avait euh, une ribambelle de cousines comme ça, où lui était le seul garçon, c'était le plus jeune, et bon, je Mm. pense que il est très entouré. Maintenant, il a évoqué, lui, un épisode qui retient plus mon attention que euh, un pseudo ou un éventuel climat incestuel. C'est-à-dire que, et ça, il me l'a raconté, mais il me l'a raconté avec ses mots. Il faut savoir que dans une famille à secret, on parle à demi-mot. Il devait devenir enfant de chœur et le prêtre le retenait systématiquement après la messe et le faisait s'asseoir sur ses genoux, comme il dit. Mm. Et puis à un moment donné, c'était en fait l'enfant préféré de ce prêtre. Et il a refusé que les choses aillent plus loin. Et le prêtre l'a complètement rejeté. Mm. Maintenant, voilà, c'est pour moi un épisode qui parle plus que par rapport en tout cas à la haine qui l'animait, parce qu'il était animé d'une haine incommensurable, qui se projetait sur la première personne venue. Donc, Mm. et cette intentionnalité de détruire. C'est ça. Tu parlais Cette en fait intentionnalité de détruire, c'était monstrueux. quelque chose qu'on ne trouve que chez les grands sadiques. Hein. Bien sûr. En fait, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais eu l'occasion de parler de l'inceste à ta mère et également dans le cadre d'une psychanalyse. Tu as eu l'occasion d'en parler à d'autres personnes, le cas échéant des amis ou d'autres membres de la famille? Oui, alors la première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon ami de longue date. Ça fait 35 ans qu'on est amis. C'est quasiment ma sœur. Et donc, Mm. euh, j'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de sa part, beaucoup d'écoute. Euh, je pense que de la part de mes amis, euh, il y a eu beaucoup d'empathie Mm. par rapport à ce que j'évoquais, parce que à un moment donné, j'ai dû aussi en parler parce que j'ai changé de prénom. Je voulais me donner une identité, Mm. pas celle que mon agresseur, mon bourreau m'avait donnée. C'est ça. Je ne voulais plus être la victime, justement. Donc, Mm. j'ai changé de prénom il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, j'ai j'ai eu des pourquoi. Évidemment, j'ai dû pourquoi, comment tu changes de prénom. Enfin, voilà, Bien sûr. c'est Oui, pas banal. oui. Et donc, sans langue de bois, j'ai révélé ce qui m'était arrivé. Mais j'ai
de la part de mes amis, eu beaucoup de soutien. Mhm. Alors, une chose difficile qu'il est toujours, c'est par rapport à mes enfants. Mes enfants sont des grands-enfants. Et donc, on dit que l'inceste, c'est un meurtre contre la famille. Et c'est vrai que ça fait des dégâts collatéraux, hein. C'est, la famille a explosé. La famille a explosé au sens large. C'est-à-dire, Mhm. la famille élargie a explosé. Et bon, là, il y a des gens qui ont dit oui, mais bon, voilà, on voyait à sa personnalité que quelque chose clochait. Il y avait des gens qui l'avaient senti, puis il y a des gens qui continuent à dire que c'est quelqu'un qui est au-delà de tout, au-dessus de tout soupçon. Mais pour mes enfants, je trouve que c'est très difficile. C'est très Mhm. difficile parce qu'au fond, mes parents ont été de bons grands-parents. Mhm. Moi, j'étais l'enfant, le mauvais enfant, au mauvais moment, au mauvais endroit, dans la mauvaise famille. Mais pour mes enfants, ça ne s'est pas joué comme ça. Ils ont quand même, ils ont été ils sont de très, allez, ma mère est toujours une très bonne grand-mère et mes parents étaient de bons grands-parents. C'est Donc, ça. pour les enfants, c'est, eux m'avaient toujours perçue comme quelqu'un d'assez fort, combatif, etc. Et toujours, j'étais l'enfant modèle pour mes parents pendant toute ma vie d'adulte, hein. Je les choyais, je les invitais, je leur faisais d'immenses cadeaux. Enfin, je soignais le lien. Et Mhm. donc, bah, mes enfants, d'un seul coup, m'ont vu basculer sur un registre, dans une réalité qui était au fond très loin de celle qu'ils avaient perçue pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Ça ne doit pas être effectivement facile, surtout si évidemment, ça se passe bien avec les grands-parents, de pouvoir faire entre guillemets la part des choses, en disant OK, il y a les grands-parents, mais il y a aussi ma mère par rapport à, ici en l'espèce, plus particulièrement à son père. Donc voilà, j'imagine pour un enfant, il y a aussi peut-être aussi une question de conflit de loyauté où l'enfant se retrouve finalement entre des grands-parents aimants et avec une mère qui est incestuée par leur grand-père. Donc j'imagine que ça crée aussi une situation assez ambivalente. Oui, c'est toujours, Mm. allez, c'est toujours très difficile. Alors, évidemment, moi, j'ai vraiment essayé de ne pas les prendre dans ce conflit de loyauté en disant, ben voilà, continuez à voir votre grand-mère, à la chérir, voilà. Mais moi, pour ma part, je ne souhaite plus de contact. Mais c'était difficile quand même parce que tout ce qu'au fond ils avaient vécu jusque-là, les Noëls en famille, Ah oui, les oui, fêtes d'anniversaire, etc., tout ça, au fond, explosait quand je suis sortie du silence. Et c'est c'est vrai que ça. mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi tu n'as pas parlé avant? Mm. Et ça impacte complètement le quotidien. Ça, c'est aussi un élément effectivement extrêmement. C'est pas juste comme ça. Il y a une situation abstraite qui s'est passée et puis finalement on reprend la Ah vie. non, Là, non. Et on voit bien effectivement aussi quand l'inceste est déclaré ou vit au-dessus de tout le monde que ça fracture effectivement les familles. Comme tu disais très bien, certains sont empathiques, comprennent et sont présents, et puis d'autres en fait disent non mais t'es une menteuse, tu, tu es finalement coupable, et tu es en plus coupable évidemment de fracturer la famille qui plus est, donc Et oui. c'est enfin la Et double peine quoi. voilà, c'est la double peine parce qu'en plus, ben, à savoir que voilà, en tant que victime, bon, moi, je veux dire, je plaide coupable depuis toujours et la culpabilité, c'est chez moi et voilà, c'est incommensurable. Je veux dire, Mmh. il y a rien de plus facile que de me faire culpabiliser et Mmh. donc, euh, ben, je rentre très très vite dans cette culpabilité amenant le doute, doute amenant le silence, silence, voilà. Et donc je veux dire que ce sont des actions, rétroactions qui s'alimentent et c'est un cercle vicieux qui C'est s'alimente ça. et qui Mmh. s'auto-alimente tout au long des années. Mais donc là, on rejoue effectivement beaucoup de victimes
reçoivent une deuxième estocade à ce moment-là parce que elles ne parviennent pas à se faire entendre. Mhm. Et c'est pour ça que l'aspect législatif, l'adéquation des structures d'accueil psychosociales doivent impérativement évoluer. C'est que quand une victime décide de parler, c'est là qu'elle est elle est très, 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 Elle est fragile, en marche, elle ne vulnérable va pas. et souvent isolée, oui. On en parlait effectivement, c'est un élément extrêmement important qui est réellement une mise en place depuis la prise en charge dès le départ au niveau du dépôt de plainte, et puis effectivement jusque le cas échéant, la condamnation devant les tribunaux, si effectivement on veut aller jusque-là pour que la victime soit soutenue à toutes les étapes de la procédure, c'est capital, sinon elle lâche prise, quoi. En fait, c'est capital. Ce qui est capital, c'est effectivement la réponse adéquate à partir de la première ligne jusque s'il y a des marches en justice, etc., jusqu'à l'aboutissement du procès et après. Donc ça, je pense que c'est très important d'insister sur l'aspect réseau de soins, Mhm. réseau d'accompagnement et de faire en sorte que la victime ne doive pas frapper à 10 portes avant de pouvoir avoir ce soutien parce qu'elle affronte une deuxième guerre. Mhm. C'est ça. Elle affronte aussi une deuxième guerre avec elle-même, Mhm. puisqu'elle est en guerre depuis toujours avec elle-même. Mhm. Et donc, l'importance de l'associatif, l'importance des structures associatives, l'importance de savoir à quelle porte frapper pour être soutenu, d'être interviewé par un policier qui comprend, d'être défendu par un avocat qui est rompu à la matière. Voilà, tout ça a une importance énorme. Or, on est au début de ce travail de réseau. Mhm. On est au tout début, il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a la prise de conscience et puis il y a effectivement la formation nécessaire à tous les stades pour que les choses se Voilà. déroulent dans un climat enfin quelque part plus apaisant et soutenant. Mais Oui, c'est ça. ce qui me paraissait aussi Oui, important, Éléonore, euh, tu disais en fait en début d'interview que tu avais été extrêmement isolé au sein de ta famille. Ça, je pense qu'on a bien compris les raisons qui t'ont amené effectivement à être isolé malgré toi. Et en même temps, dans un second temps, tu nous parles du fait que tu as pu effectivement malgré tout parler de l'inceste, notamment auprès d'amis très chers, très, très proches. Donc ça veut dire que malgré tout, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais malgré tout, toi, tu as réussi à nouer de véritables relations affectives pour le coup, avec, ça nécessite évidemment de l'émotion, du sentiment, une capacité d'entrer en lien, alors que ce lien a été complètement rendu impossible à la base. Comment les choses se sont faites justement pour passer de cet isolement à cette capacité néanmoins d'entrer en contact avec d'autres pour avoir la possibilité de dire à un moment donné quelque chose qui est extrêmement grave et qui souvent tue le cas échéant jusqu'à la mort parce qu'il y a une impossibilité de parler, il y a une impossibilité de mettre en place des relations justement soutenantes, bienveillantes et en qui on peut avoir toute confiance. Alors, il y a deux aspects dans ta question. Je voudrais faire... il y a d'abord le fait de pouvoir, comme tu le disais très bien, tisser un vrai lien. Mmh. Donc, tout l'attachement est en jeu. Mmh. Puisque bon, mon attachement a évidemment été terriblement insécure. Après, ben, par la suite, évidemment, tu pars avec un handicap certain dans le fait de nouer tes relations. Euh, il y a cet aspect, être en mesure de nouer un lien affectif. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est celui de pouvoir nouer des liens affectifs avec l'autre sexe. Mmh. Alors,
c'est deux choses qui sont très distinctes dans mon histoire. Je pense que ce qui m'a permis de nouer de véritables liens, euh, c'est la présence de ma grand-mère maternelle, euh, chez qui j'allais en journée jusqu'à l'âge de 11 ans, parce que mes parents travaillaient. Mhm. Elle a été pour moi ma figure d'attachement principale. C'est elle qui m'a donné ma base de sécurité, c'est elle qui m'a permis d'apprendre à aimer. Et donc, voilà, c'était un fameux tuteur de résilience pour moi. Et donc, je pense que j'ai eu des liens de proximité extrêmement profonds et qui sont toujours là d'ailleurs, avec des amis. Sur le plan amical, ça a été, euh, ça a été assez vite possible, hein. En secondaire, ça a été possible. En primaire, j'étais quelqu'un de complètement meurtri, esseulé, victime des autres, bouc émissaire, ne sachant pas, ayant peur des autres. Par contre, à l'adolescence, ça s'est délié. Et je pense que ça s'est délié grâce à ce que ma grand-mère m'a donné comme Mhm. affection et comme amour. Par contre, et là, on entre de plein pied dans cette fameuse dissociation qui peut prendre parfois des allures bien surprenantes. Euh, j'ai toujours été incapable de nouer un lien de confiance dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été potentiellement face au réveil de mon traumatisme. Mhm. Il suffisait que l'homme ait peu ou prou une attitude qui de près ou de loin me rappelait celle de mon père pour que je rabatte toutes mes cartes et que je décide de fuir. Parce que là, j'avais cette force justement de fuir. Mhm. Mais en même temps, cette incapacité à nouer un lien de confiance et donc à construire une relation de couple solide. Alors, Et en même temps, en fait, tu as souhaité, toi, contrairement à d'autres, tu as souhaité fonder une famille. oui, j'ai Mhm. souhaité avoir des enfants. Mhm. J'ai souhaité être mère depuis toujours. C'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de moi. Mais là aussi, on rejoint la génération des grands-parents. C'est du côté de ma grand-mère maternelle et de mon grand-père paternel. La place de l'enfant, c'est à eux que je la dois. Et le désir d'être mère aussi. Mhm. Simplement, en termes de vie de couple, je n'ai jamais, par exemple, supporté qu'un homme ait de l'autorité sur mes enfants. Mhm. Directement, pour moi, c'était synonyme d'abus. Je prenais peur, je devais fuir, c'était de la maltraitance, il y avait danger. C'est ça. Bah Tout oui, c'est comme, oui. quand mes gosses étaient ados, ben, tous les copains étaient invités à la maison à dormir, mais eux, surtout mes filles, n'allaient pas dormir chez les copines. C'est Parce là que j'apprenais. évidemment. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est là évidemment, on en revenait tout à l'heure, mais c'est là qu'on voit évidemment que l'inceste, même s'il a lieu en bas âge souvent, il va continuer malheureusement à impacter toute la vie de l'adulte aussi dans son quotidien et par rapport à ses relations et aussi ces difficultés précisément de nouer un lien du coup avec, enfin un lien sécure, affectif, qui fasse confiance avec ses propres enfants, quoi. Ça rend vraiment les choses compliquées. Mm. Et pour au niveau de la conjugalité, c'est différent. Je pense qu'il y a des gens victimes d'inceste qui y parviennent. Simplement, je pense que bah, bon, dans l'inceste parent-enfant,
qui n'est pas un inceste frère-sœur, qui est un inceste parent-enfant, je dis bien, c'est quand même un invariant anthropologique qu'on trouve dans toutes les civilisations et qui est frappé de tabous, qui est frappé d'interdits. Il y a eu des moments dans l'histoire où l'inceste frère-sœur, par exemple, est encouragé, hein, en Égypte ancienne, ou voilà. Mais l'inceste parent-enfant est tellement destructeur que c'est un tabou, tout comme le meurtre ou le cannibalisme dans toutes les sociétés. Mhm. Et donc, je pense que, évidemment, quand il s'agit de ton père, eh bien, aller vers les autres hommes ensuite, c'est un sacré pari. C'est quelque chose qui, pour moi, était apparemment très facile, puisque j'ai été transformée en objet sexuel dès l'âge de 4 ans, et puis j'ai été violée pendant mon enfance, j'ai été violée pendant mon adolescence, et à chaque fois, je n'opposais aucune résistance. Donc, il était, au fond, très, très facile pour moi d'avoir des relations sexuelles. Mhm. Mais j'étais complètement dissociée. J'étais Oui. dissociée comme lors du premier trauma. Alors, les relations sexuelles sont une chose, le lien d'attachement, c'est une toute autre chose. Et autant j'ai pu avoir une vie sexuelle apparemment tout à fait problématique, autant, bah, déjà, elle se passait de manière dissociée, mais ça, personne n'en savait rien. Mhm. Mais autant le lien de conjugalité et le lien d'attachement vis-à-vis d'un partenaire amoureux a toujours été impossible. Mhm. Mais en tout cas, tu as quand même dû faire depuis un sacré chemin pour avoir cette capacité justement d'en parler aussi maintenant avec tellement de précision et de recul, parce que forcément, quand on est dissocié, on n'arrive pas à mettre des mots de manière aussi, j'ai envie de dire, aussi éloquente que tu ne le fais. Donc, tu nous as parlé de ta grand-mère qui a été un tuteur de résilience. Tu as aussi évoqué une psychanalyse, je ne sais Oui, pas, qui a, j'imagine, été aussi forcément extrêmement importante, notamment dans les prises de conscience successives par rapport au oui, trauma et la réalité justement qui se cachait derrière. Ça a oui. duré combien de temps cette psychanalyse en fait? En fait, ma première psychanalyse, c'était le moment, enfin, je l'ai entamée à l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec une dame, Gilberte Egris, qui avait créé l'école Charles Baudouin ici à Bruxelles. Et ça a été une planche de salut, sans connotation de ma part, hein, mais Ouais. c'était une bouée pour moi, Mhm. parce que je me souviens que quand je suis entrée chez elle, elle me dit, mais tiens, bah, je pense à la première séance, elle me dit, tiens, évoquez-moi un souvenir d'enfance. Et j'ai dit, je n'en ai pas. Et là, elle a trouvé ça inquiétant, et a raison, évidemment. Mhm. Et puis, j'ai effectivement, au fil des années, élaboré une partie de ma souffrance, du climat familial dans lequel j'avais vécu, etc. Même si je ne me souvenais pas à ce moment-là de l'inceste, hein. À ce moment-là, tout l'aspect violence, par contre, s'est dégagé. Et aussi, je me suis souvenue de ces viols subis par le voisin de ma grand-mère. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dit à ma psychanalyste, je vais en parler à mes parents. Et elle m'avait dit oui, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut en parler. Et donc, j'avais 23 ans à ce moment-là. Je suis allée chez mes parents et ma mère était là, seule dans la cuisine. Et je lui ai dit, d'un ton qui n'était pas du tout dramatique, mais bon, c'était évidemment, je sentais toujours que je ne devais pas faire de vagues, hein. Donc, je lui ai dit, bah, tiens, voilà, je me suis fait violer par
cet homme dont je tairai le nom, mais qu'elle connaissait par ailleurs fort bien. Et je viens de m'en souvenir pendant la psychanalyse, alors qu'au fond, bah, ça fait plus de 13 ans que j'avais complètement refoulé. Et ma mère, la réaction de ma mère aurait dû m'étonner à ce moment-là. Et elle s'est contentée de dire ah bon, voilà, sans autre forme de commentaire. Et mon père, quand elle lui en a parlé, mon père a, me dit-elle, juste levé les yeux au ciel. Mm. Donc voilà, ce sont des choses qui auraient dû vraiment m'alerter, mais encore une fois, on va trouver ça énorme et complètement inquiétant de l'extérieur, mais quand tu es à l'intérieur d'une famille qui fonctionne à l'emprise, ben moi, j'ai pas trouvé ça Normal. euh, anormal. Je n'ai pas trouvé ça. C'est maintenant que je trouve ça Mm. absolument délirant, Mm. mais à l'époque, sur le coup, je n'ai pas réagi. Mm. En fait, je n'ai pas réagi. C'est juste comme si, à un moment donné, l'emprise t'anesthésiait par rapport aux réactions les plus inadéquates. Oui, c'est ça, mais de nouveau, on est coupé de ses émotions, j'imagine. La personnalité est confuse et donc, Oui, entre guillemets, tout se tient, quoi. Tout s'explique tout se tient. par là même que ce sont les effets du trauma, justement, Oui, c'est ça. qui engendrent cette situation. Mais là, en fait, tu parlais effectivement de la psychanalyse qui t'avait aidé. C'est vrai que la psychanalyse, pour ce que j'en sais, parfois, c'est une situation où on devrait pouvoir libérer sa parole, avoir une aide, un soutien, et parfois la psychanalyse, c'est juste le contraire, c'est-à-dire que finalement, le psychanalyste ou la psychanalyste se tait et puis attend ta propre parole, que toi tu arrives finalement à mettre des mots que tu ne parviens pas à mettre. Tu dirais en fait par rapport à une personne qui a été victime d'inceste en particulier, puisque c'est le sujet de ton témoignage, tu dirais en fait que la psychanalyse, le meilleur moyen éventuellement d'obtenir une aide sur le plan médical, parce qu'il y a d'autres alternatives, évidemment, je pense notamment à l'EMDR, à l'hypnose ericksonienne. Euh, Qu'est-ce qui, à ton sens, serait qu'est-ce qui est le plus approprié quelque part pour ce type justement de trauma? La psychanalyse n'est pas recommandée, hein. Je veux dire, on est tous unanimes là-dessus, hein. Je veux dire, on en discutait encore il n'y a pas très longtemps avec les gens de l'Institut de victimologie René Descartes là, à Paris. Euh, on est, on reste sur cette position que la psychanalyse est au fond la voie qu'on va le moins recommander, même si ça convient à certaines personnes, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme tu le disais très bien, je pense qu'une majorité de victimes n'ont pas les mots, n'ont pas les mots pour le dire, n'ont pas les mots pour dire leur souffrance, ne peuvent pas, comme tu le dis, s'allonger sur un divan ou même être en face à face et comme ça raconter, élaborer leur histoire, lui donner un sens et activer leurs ressources. Et j'en veux pour, euh, pour exemple que dans les gens que j'ai accompagnés, la plupart des gens traumatisés sont souffrent d'alexithymie, c'est-à-dire ils ont, à la limite, ils vont te dire trop un mot sur ce qu'ils ont subi, puis ils n'ont plus de mots. Et ils vont te les dire avec une banalité déconcertante, sans aucune émotion. Et donc, parfois, ils n'ont pas de mots du tout. Ils ont juste une sensation corporelle. Mm. Et donc, voilà, ça, c'est, je pense, la première raison pour laquelle on ne recommande pas la psychanalyse. La deuxième, c'est que bah, toute on vit dans un monde d'idéologie et donc la psychanalyse en a une comme d'autres disciplines. Elle a une norme, elle a une idéologie et on reste dans la psychanalyse sur une clinique du fantasme, puisque Freud a commencé par aborder le trauma et puis a changé d'attitude en épousant la théorie du fantasme. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais au fond,
la clinique du fantasme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une bonne névrose et qui a des conflits internes, etc., n'est pas celle du trauma. La clinique du trauma est une clinique du réel. Mm. La personne qui a été violée, elle l'a été en réalité. Mm. Et l'impact n'est pas celui que peut avoir une névrose quelconque ou un fantasme quelconque. C'est-à-dire que la clinique du trauma, c'est la clinique du réel, c'est la clinique qui est étayée par l'imagerie médicale, et donc on n'est pas sur un outil qui est adéquat. Mm. Parce que quand tu vas dire à une victime, oui, mais au fond, ben voilà, je caricature hein, volontairement ici, il n'y a pas de vérité dans ce que vous me dites, au fond, ben voilà, c'est votre perception. C'est terriblement dommageable pour la victime qui a vraiment subi le trauma que de dire, que de s'entendre dire, oui, mais au fond, bon, la vérité, vous savez, C'est plus compliqué que ça, oui. c'est pas nécessairement ce que vous me dites, c'est C'est votre ça. perception. Peut-être Mm. que vous avez perçu avoir été violée, mais donc évidemment, ce n'est pas tenable pour la victime, pas plus que la neutralité bienveillante de l'analyste. Mm. Je pense au contraire que euh, les victimes de traumatisme ont besoin d'un soutien actif de la part de leur thérapeute, euh, d'une relation de confiance à toute épreuve. Je dirais que ça, c'est la pierre Mm. angulaire du travail thérapeutique, c'est le lien de confiance. Le lien de confiance, s'il n'est pas là, on aura beau avoir une trousse à outils incroyable, rien ne sera opérant. Mm. Il y aura juste une levée de bouclier de la part du psychisme qui va se dire au secours, je me protège, je n'ai pas confiance. Mm. Donc, je dirais que la pierre angulaire du travail, c'est la confiance. Et effectivement, dans les techniques qui permettent un travail, un travail qui est un travail de fond, une reconstruction et la sortie de cet état post-traumatique, effectivement, bah, des techniques comme l'EMDR, l'hypnose, les sciences, la thérapie cognitivo-comportementale sont beaucoup davantage recommandées. Mm. Là, D'accord. on est effectivement sur, en tout cas pour le MDR et l'hypnose, on est sur des techniques où les mots ne sont pas nécessaires. Et pour celui qui n'en a pas, c'est précieux. C'est capital, oui. C'est une démarche effectivement beaucoup plus constructive finalement et soutenante. Et alors, si tu veux bien, nous avions prévu effectivement de faire ton témoignage en deux temps. Le premier temps, on vient un petit peu de l'exposer, c'est effectivement ce côté de survivante que tu nous as exposé. Et puis dans un second temps, nous avions envie de parler de ton métier du coup de victimologue en insistant tout à l'heure, ça a été dit sur le fait que pour toi, effectivement, les deux réalités étaient indissociables. Donc, je te propose, on ne peut pas être trop long, de terminer ce premier entretien maintenant et nous aurons alors un second entretien, si tu le veux bien, ultérieurement. D'accord, Ça avec va? plaisir. Je te remercie, Oui, Léonore. À bientôt. merci. À Merci. bientôt. À bientôt.